La protection de l'environnement et le développement durable sont désormais considérés comme incontournables pour l'avenir de l'homme et de la planète Terre. Depuis 1995, plus d'une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique. Du fait de la complexité du sujet et des enjeux qui se cachent derrière, c'est un processus long où se mêlent les problématiques d'ordre environnemental, économique et même social et diplomatique. Mais face aux récents événements climatiques, pour ne pas les nommer, est-on en droit de croire pouvoir gagner le combat? Quelles sont les avancées enregistrées tout au moins en Afrique depuis 1995, année officielle de démarrage des COP à ce jour? Quelle peut être sa contribution, je vais parler bien sûr de l'Afrique, pour la préservation de l'environnement dans le cadre des exigences de ces rencontres annuelles? COP et protection de l'environnement, pourra-t-on tenir le cap des 2 degrés Celsius quand les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ici et Ailleurs. Pour débattre de ces préoccupations, j'ai en face de moi le docteur Brice Sohou, responsable des projets et suivi des programmes à ABED ONG, entendez, Association béninoise pour l'éveil et le développement. Docteur, merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est Massime Djondo, directeur BEES ONG, Benin Environment and Education Society. Merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Voilà, la communauté internationale s'est fixée comme objectif de limiter le réchauffement sous 2 degrés Celsius par rapport à la révolution industrielle. Mais les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'origine de ces situations restent encore insuffisants, conduisant certains scientifiques à imaginer des solutions miracles pour contrôler le thermomètre. Monsieur Djondo, depuis 1992, les rencontres annuelles s'organisent pour réfléchir sur le climat et surtout la Terre pour son avenir. Vous pensez qu'effectivement, on est sur la bonne voie? Oui, on est sur la bonne voie parce qu'on n'a pas de plan B. C'est la seule solution qui s'offre à nous, c'est-à-dire, comme nous avons l'habitude de le dire, le climat n'a pas de frontières. Étant donné que le climat n'a pas de frontières, on ne peut que trouver des solutions communes à ce problème commun. Donc, il était opportun, oui, qu'on puisse, depuis le sommet de la Terre de 1992, où il a été affirmé et confirmé que le dérèglement climatique est dû aux activités de l'homme, qu'il fallait que tout le monde se mette ensemble sous la coupole de l'ONU pour régler ce problème. Donc oui, nous sommes sur la bonne voie, même si nous avons encore du chemin à parcourir. Docteur Sohou, comme il l'a dit tout à l'heure, depuis 1992 à Rio de Janeiro, la convention de l'ONU sur le climat a été signée, la définition est claire sur le développement durable. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez effectivement que c'est la bonne option qui a été prise le jour-là? Je pense que aujourd'hui, nous traversons des moments mémorables où le G77, accompagné donc de la Chine, l'Afrique s'y retrouve en majorité, est en train de nous démontrer une fois encore que la solidarité obligatoire et la responsabilité partagée est au sein de la conférence des parties. Nous pouvons donc dire que depuis plusieurs années, on remarque cette solidarité qui est la preuve que la gouvernance climatique unit des États, unit des visions et unit des politiques. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons toujours eu à démontrer que la gouvernance climatique aujourd'hui dans le monde mérite l'homme qui est au cœur aujourd'hui de l'ère que nous traversons, qu'on appelle l'anthropocène, l'ère géologique dédiée à l'homme. En 1995, à Berlin, la COP fixe pour chaque pays ou région des objectifs chiffrés en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction correspondante à atteindre. Alors, quelle est la différence entre cette rencontre et Paris? En réalité, les gaz à effet de serre, c'est ce que nous on appelle en climatologie les gaz à forçage radiatif positif qui en réalité vont faire accumuler au niveau des basses couches de l'atmosphère qu'on appelle la troposphère où nous sommes, donc les rayonnements ultraviolets du soleil qui réchauffent la Terre. Et ces rayonnements ultraviolets entraînent donc la fonte des calottes glaciers,
entraîne l'élévation du niveau de la mer, la transgression marine et leurs conséquences. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons réellement besoin à la conférence des parties, qui est au cœur des grandes négociations, c'est les politiques d'adaptation. Parce qu'il a été démontré que les dernières années, donc les pays du Nord sont obligés de renforcer ce qu'on appelle, grâce à une initiative de finances climatiques, le système des pays du Sud, grâce au renforcement des politiques d'adaptation pour répondre aux influences du changement climatique. M. Djondo, déjà en 1995 à Berlin, une décision a été prise pour réduire les gaz à effet de serre. À Paris, en 2015, on est revenu, on parle de 2 degrés Celsius ou, si possible, en dessous. Est-ce que vous pensez qu'on a avancé? Oui, moi je trouve qu'on a avancé parce que déjà en 1997, oui, pour le protocole de Kyoto, oui, qui venait à échéance en 2020. Et en 1997, les prévisions étaient qu'il faudrait qu'on arrive à baisser de 5,2% par rapport à l'ère pré-cambrienne, c'est-à-dire par rapport à l'ère pré-industrielle, il y a 150 ans. Mais en 1997, pour Kyoto, il y avait, pour l'entrée en vigueur de Kyoto, on avait pour la signature 37 pays, mais on est passé de 37, pour ça, de 37 à 187 pays. Donc, il y a eu déjà qu'il y a une conscientisation. Le nombre d'adhésions, vous faites dire qu'il y a exactement, qu'il y a eu évolution de 1997 à 2015. Il y a eu déjà cette évolution, mais comme on devrait partir sur une base, parce que comme je le disais... Mais à Kyoto, pour cette rencontre que vous estimez tant, les États-Unis et la Chine, qui sont quand même les grands pollueurs, n'ont pas adhéré. Mais il faut le comprendre. Vous savez, les États-Unis ont une histoire. C'est qu'ils n'aiment pas, que les États-Unis n'aiment pas la contrainte. Les États-Unis se sont formés parce qu'ils évitaient taxation without representation. La Grande-Bretagne, ils ont quitté la Grande-Bretagne parce qu'ils disaient nous ne sommes pas représentés et pourquoi est-ce que vous voudrez que nous contribuions? Donc c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu des premiers migrants. Le climat n'a pas de frontières. Oui, le climat, parce que pour eux, ils aiment tellement leur liberté qu'il est préférable de dialoguer avec eux que de venir avec le bâton. En fait, c'est ce qui s'est passé à Paris. Donc, la contrainte au niveau de Kyoto les dérangeait. De Kyoto les dérangeait. D'accord. Ils ont respecté des parties de l'accord de Kyoto, mais même sans être signataires. À Paris, par exemple, où ils se retirent, encore une fois, ce n'est pas aussi contraignant. Ce n'est pas aussi contraignant, mais Donald Trump trouve que c'est contraignant pour ces industries. Il y a beaucoup d'Américains qui ne partagent pas son point de vue. Absolument. Mais lui, c'est le président des États-Unis, avec tout le respect que je leur dois, c'est son point de vue, qui n'est pas le point de vue des villes américaines, qui n'est pas le point de vue des États américains, qui n'est pas le point de vue de grosses industries américaines. Donc, je trouve que c'est une dichotomie entre l'administration de Trump et ceux-là même, les gros pollueurs qui sont aux États-Unis, même qui croient qu'ils devraient contribuer à la réduction de ces gaz à effet de serre. Donc pour nous, il y a eu évolution, il y a eu des actions, et il était opportun et même il était très important de prendre cette décision-là à Paris, à la COP21, pour savoir qu'il fallait réagir parce que, comme l'a dit le GIEC, il est temps de réagir. Même si on ne se réveille pas maintenant, on risque de se retrouver dans de sérieux problèmes très, très bientôt. Les 2100, c'est-à-dire l'horizon 2100, qu'on voyait pour les prévisions, pour dire que si rien n'est fait actuellement, qu'à l'horizon 2100, les îles insulaires vont disparaître, une bonne partie des côtes africaines vont disparaître et que bon nombre de pays se retrouveront sous l'eau, le GIEC dit qu'on risque de ne pas attendre 2100 pour avoir ces effets-là. Alors, Dr Sowa, puisque vous parlez de GIEC, le GIEC déjà, dans son deuxième rapport à Genève, je crois déjà en 1996, faisait comprendre déjà que les changements climatiques représentent un danger pour l'humanité. Malgré ces menaces, pratiquement rien n'a bougé. Rien n'a bougé parce que, vous savez, la crise climatique, comme l'a dit Nicolas Hulot, le ministre écologique français,
c'est d'abord une crise humaine. Vous savez, les pays d'Afrique au sud du Sahara ont des priorités aussi pertinentes qui n'arrivent d'ailleurs pas à démontrer à la conférence des parties. Nous avons des priorités. Face au changement climatique, nous avons la priorité de changement climatique et santé. Nous avons la priorité de changement climatique et insécurité alimentaire. Vous voyez, rien n'a changé parce que Mais pourquoi, selon vous, ces nations n'arrivent pas à faire passer ces points de vue au cours de ces rencontres? C'est d'ailleurs pourquoi je pense Emmanuel Macron a eu à dire à la COP23 que le dérèglement climatique ajoute l'injustice à l'injustice, ajoute la pauvreté à la pauvreté. Parce qu'on se rend compte d'ailleurs, moi je soutiens... Qui est victime dans cette situation? C'est les pays d'Afrique au sud du Sahara sont les plus victimes au monde entier, dont le Bénin par exemple. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas aux négociations avec les bonnes propositions. Si je suis... Mais ce n'est pas la faute aux puissances. Si je suis au pouvoir par exemple, et que je suis un gros importateur de pesticides et d'engrais, et que je sais qu'aux négociations, je m'avais démontré que ça menace la santé des populations, ça peut agir sur mes affaires. Donc, du coup, nous devons comprendre qu'aux négociations, les politiques y vont avec leurs intérêts. Mais que font les ONG, puisque sur ce plateau, vous êtes tous deux responsables d'ONG. Vous faites quoi personnellement à votre niveau? En réalité, les ONG, ils jouent leur rôle. Le rôle de l'ONG, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi il faut des ONG. Les ONG sont au cœur de la société civile. Et cette société civile, on dit souvent qu'un pouvoir sans contre-pouvoir n'est plus un pouvoir. Pourquoi? Parce que le rôle des ONG en matière de gouvernance climatique et de gouvernance environnementale, c'est de dire ce que les politiques n'arrivent pas à dire. C'est de dire le contraire même, c'est-à-dire les risques même que subissent les populations face à ce dérèglement que les politiques n'arrivent même pas à dire. On vous y empêche? Je pense qu'il y a des sujets sensibles dans certains pays d'Afrique au-dessus du Sahara qu'il ne faut pas toucher. Et là, les ONG qui, presque intimidées, n'arrivent pas à démontrer quand même que tel intérêt menace la santé des populations. Du coup, on parlera donc de crise. Monsieur Djondo, vous participez la plupart du temps à ces rencontres. Est-ce que vous y allez avec de bonnes propositions? Les dirigeants de vos pays, lorsque vous les accompagnez pour ces rencontres, vous pensez qu'ils vous défendent comme cela se doit, en tant que population d'abord? Oui, bon, très souvent, les politiques ont leur intérêt et les ONG ont des visions, je dirais, plus lointaines que les politiques. Parce que, dites-vous bien, hein, les politiques africaines, c'est des politiques d'au jour le jour. Il y a un président africain qui m'a dit, Monsieur Djondo, nous ne pouvons pas parce que nous devons nourrir nos populations aujourd'hui. Moi, je suis élu et mon mandat finit dans 2 ans. Comment vous voudrez que je réfléchisse pour dans 10 ans? Il nous l'a dit carrément. Et en tant que ONG... Alors nous, heureusement que... justement, on est allé le voir en tant que groupe. Bon nombre de nos ONG sont dans des fédérations, dans des réseaux, dans beaucoup de réseaux dans lesquels il y a des scientifiques avec lesquels nous travaillons pour aller voir les politiciens avec des propositions concrètes et scientifiques. C'est sur ces propositions que nous travaillons avec les politiciens pour qu'ils arrivent un tant soit peu à tenir compte des réalités. Il est vrai qu'ils ne le prennent pas en compte tout le temps, je parle des politiciens, mais au moins ils savent que, permettez-moi le terme, nous les marquons à la culotte. Et donc, très souvent, nous arrivons à faire passer certaines de nos propositions. Par exemple, à Paris, le test parlait d'arriver à maintenir les émissions à moins de 2 degrés. Mais il a été, par la pression des ONG, il a été mis dans le test que la vision serait plutôt de 1,5. Donc, on arrive à pouvoir mettre la pression sur eux, même si ce n'est pas nous les décideurs. Ça, c'est ce qui s'est passé au niveau mondial. Au niveau mondial. Mais il est dit dans cet accord de Paris que chaque nation doit pouvoir présenter ses approches de cette réduction-là. Dans votre pays, qu'est-ce qui est fait? Au Bénin, nous avons pu travailler avec les techniciens du ministère du cadre de vie pour la contribution nationale du Bénin aux réductions des émissions. Il est vrai que... Vous avez été écouté? Pas totalement, évidemment. Pas totalement, mais il a été dit
que ce document soumis doit être revu. Donc nous attendons à ce qu'on nous appelle pour que nos propositions faites en bonne et due forme soient prises en compte. Nous ne disons pas qu'il faudrait qu'ils prennent totalement toutes nos préoccupations, mais nous disons que nos préoccupations sont basées sur des propositions scientifiques et eux-mêmes, les collègues du ministère, ils le savent. Donc on dit il est opportun et il est indéniable que ces contributions soient revues, puisqu'il est prévu qu'en 2018, on puisse, à l'échelle mondiale, revoir les contributions proposées par chaque pays. Donc, il est opportun qu'on puisse réagir le plus tôt là-dessus pour pouvoir être à ce rendez-vous-là. Dr Sow, un peu plus élargi maintenant la question à votre niveau. Est-ce que vous pensez que l'Afrique sera au rendez-vous de 2018? Je pense qu'à cette allure, on risque de ne pas y être. Vous savez, je me rappelle, il y a à la COP, à la dernière conférence des partis, moi et mon patron, le professeur Michel Boucan, premier climatologue d'Afrique, il est prix Nobel membre du GIEC, on avait eu à présenter par son biais d'ailleurs, un résultat de nos travaux sur la rareté de l'eau douce, par exemple, au changement climatique. Et ces résultats ont été tellement pertinents que, du retour de la COP, les gens, ils ont souhaité qu'on rédige un projet, par exemple, sur tout le grand bassin du Niger, passant de la Guinée, vous voyez, jusqu'au Cameroun. Vous savez que les gens, ils n'arrivent même pas à s'approprier de ces propositions que la science fait. Du coup, à cette allure... C'est qui vous appelez les gens? Quand je dis les gens... Les dirigeants, les présidents, les gouvernants. C'est qui les gens? Ceux qu'on indesse, excusez-moi pour le thème, c'est les folkloriques. C'est-à-dire des gens, des profiteurs du climat. Ceux-là qu'on met à la place qu'il ne fallait pas les gestionnaires du climat dans ce pays. On les connaît. C'est des profiteurs, disons-nous la vérité, des gens qui ne sont réellement pas au cœur même de la vraie réalité du climat. C'est d'ailleurs pourquoi quand certains parlaient souvent de changement climatique, on dit aujourd'hui c'est dérèglement. Vous voyez, même si le président français a eu à dire que le dérèglement climatique apporte l'injustice à l'injustice, la pauvreté à la pauvreté, c'est en réalité les pays d'Afrique au-dessus du Sahara, leur réel problème, ce n'est pas un changement climatique, c'est un dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique entraîne au fait un changement des saisons agricoles et entraîne une baisse des rendements agricoles. Et cette baisse des rendements agricoles, les gens croyant que les terres ne répondent plus, vont importer des tonnes d'engrais et des tonnes de pesticides et auront toujours des échecs. Du coup, il faudrait que les politiques intègrent les résultats de la science afin que ce désert qu'on croyait de compétences soit ôté donc, et que la science soit valorisée pour ce qui concerne le climat. Parce qu'aujourd'hui, les vrais défenseurs du climat, aujourd'hui, c'est un jeu de copinage, c'est un jeu folklorique, c'est des profiteurs, des politiciens du climat, des mécaniciens du climat. Vous êtes déçus après cet effort de recherche qui a conduit à ces résultats auxquels aujourd'hui sont réticents ces décideurs africains? Nous ne sommes jamais déçus, mais nous alertons. Nous alertons parce qu'on a toujours espoir. On a toujours espoir qu'une simple décision politique pourrait faire changer les choses. D'ailleurs, pourquoi on dit aujourd'hui la défense du climat mérite la solidarité et la responsabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui défendent le climat, ce n'est pas des gens qui attaquent les intérêts politiques. Moi, dans ce pays, je me rappelle, quand j'ai eu à faire ma campagne Bénin sans pesticides, les gens, ils ont dit que c'est des opposants qui me financent. Non. Donc, du coup, il faudrait qu'on note ces histoires de la tête et qu'on dise aujourd'hui que l'intérêt du climat et de l'environnement, c'est tout simplement un intérêt de solidarité qui dépasse même les intérêts financiers. L'Afrique n'est pas menacée par les ouragans comme les tempêtes, mais on sait que la plupart du temps, ils prennent corps des côtes africaines. La Sierra Leone, en août dernier, a connu un éboulement qui a fait partir au moins 400 personnes après que ce pays ait quitté juste le virus Ebola. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains doivent toujours continuer par se réfugier derrière des idées préconçues, comme le dénonce le docteur ici, pour ne pas s'approprier les notions, les recherches faites par la science? Et vous, ONG, vous allez toujours les couvrir dans ce sens-là? Nous ne couvrons jamais la politique. Vous ne les dénoncez pas assez? Bon, peut-être que nous n'avons pas assez d'opportunités de dénonciation. Parce que nous estimons sur ce plateau, Dr Sow, sous votre contrôle, que lorsque vous, en tant qu'ONG, vous participez à des séances de travail avec des autorités, vous devez quand même sortir avec des résultats que vous mettez à la disposition de qui de droit
pour qu'en sortant, on puisse les sortir et les confronter. Parce que le document qui sera revu, selon vous, avec le ministère béninois, par exemple, de l'environnement et du cadre de vie, est-ce que vous pensez que ce sont véritablement vos propositions qui seront prises en compte et qui seront restituées, puisque on ne sait pas si vous serez à la rencontre de 2018? Nous sommes toujours à ces rencontres. Alors, toujours pour être sûr que ce que nous disons, parce que, bon, nous avons la chance parfois de participer directement aux négociations en tant que parti, donc de suivre directement nos mandants, et nous savons quelle est la position. Heureusement, c'est pas, le Bénin ne va pas toujours à ces négociations-là seul. C'est l'Afrique. Hein? Donc, il y a un minimum de consensus, puisque les problèmes sont... Si, les problèmes en général sont... Quand vous prenez l'Afrique de l'Est, il y a beaucoup plus de famine, de sécheresse là-bas. Mais le Bénin, justement, mais ça. dans le seul document, nous avons le tout. Parce que si nous allons à ces négociations de manière isolée, c'est clair que nous allons échouer. Parce qu'il y a plus d'intérêt en jeu, il y a plus d'intérêt économique en jeu que d'intérêt environnemental. Donc, du coup, je crois que sur ce plan-là, ça s'est très bien passé et nous avons eu le génie de nous mettre ensemble, comme l'Union européenne s'est mise ensemble, pour dire que l'Afrique parle d'une seule voix, même si à l'intérieur de l'Afrique, il y a des diversités. Mais le commun, par exemple, nous avons dit nous avons travaillé à ce que les 100 milliards de dollars US par an prévus à mettre à disposition pour commencer à être disponible pour 2020, c'est pour l'Afrique, ce n'est pas pour un seul. Et ce n'est pas pour l'Afrique seule, c'est pour les pays les plus vulnérables, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique centrale et latine et les pays insulaires. Ce n'est pas pour rien que cette année, la présidence de la COP23 est assurée par les îles Fidji, qui sont appelées, selon le GIEC, si rien n'est fait, à disparaître. Donc, nous forçons, je dis bien nous forçons en tant que société civile, pour que nos propositions soient entendues, et pour que nous travaillions toujours pour qu'on puisse mettre dans les documents finaux nos propositions, parce que ce n'est que sur ça que nous pouvons les suivre. Et il est dit, c'est vrai, c'est toujours difficile de dialoguer avec les politiques parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, mais nous arrivons quand même à nous entendre sous le minimum. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts du climat, c'est aussi de l'argent. Vous avez parlé tout à l'heure de profiteurs, Dr Sow. Lorsqu'on dit que le financement pour la réduction de gaz à effet de serre, par exemple, c'est pour les États vulnérables, dont l'Afrique, l'Amérique latine, les États insulaires, la gouvernance en Afrique permettra-t-elle véritablement que ces fonds soient alloués directement au phénomène du dérèglement climatique? Je pense que la gouvernance coopérative mérite à ce que, comme quand nous prenons le cas de l'Afrique centrale, le président Sassou Nguesso était à la conférence des partis, il a eu à dire qu'après Marrakech, ils ont eu à créer un fonds vert sur le bassin des pays membres du bassin du Congo. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas un fonds vert pour les pays membres du bassin du Niger, par exemple? Le grand bassin du Niger, il y a autant de pays. Ça veut dire qu'il faudrait que les différents pays d'Afrique au-dessus du Sahara arrivent à définir donc un mécanisme, mais autour des grands bassins. Parce que les plus grandes politiques au monde se basent sur la gestion des ressources en eau. Et cette gestion des ressources en eau, donc c'est les bassins versants. Quand nous prenons le Bénin, par exemple, nous sommes traversés par le bassin du Niger, le bassin de Mono, Koufo aussi, et le bassin de l'Ouémé. Quand nous prenons ce bassin-là, nous avons le Nigeria à côté. Ça veut dire que ça mérite à ce que les différents pays qui partagent les différents bassins se concertent pour gérer de manière participative. C'est comme l'année dernière, en août 2016, où on a parlé dans toute l'Afrique subsaharienne de l'invasion d'une chenille du fait du réchauffement climatique, le SUJ Perda, qui est dont la niche écologique est aussi menacée par les pesticides de coton et autres, et qui sont obligés d'attaquer les céréales. Il faudrait que les différents pays qui sont dans la sous-région arrivent quand même à se concerter pour gérer, parce que la menace, ce n'est pas une menace par pays, c'est une menace autour de différents bassins versants. Et comme vous le dites, effectivement, M. Diondo, je ne sais pas si votre ONG s'en est préoccupé un jour. Quand Dr Sow parle de pesticides, vous savez que la nappe phréatique qui alimente, puisque toutes les eaux qui sont aujourd'hui à Cotonou viennent du nord. Et la plupart du temps, le nord, c'est le grenier où on cultive le coton. C'est-à-dire que nous sommes tous pollués et contaminés. Nous avons beaucoup
bon, je ne veux pas dire fait du bruit, mais nous avons beaucoup sensibilisé sur le danger que constituent les pesticides pour nos nappes souterraines à travers l'un de nos réseaux d'Inukun qui travaille beaucoup sur cette problématique. Le problème, c'est que très souvent, nous le lions à un problème de pauvreté. Comme le disait le docteur Sow, on a pensé que pour une forte rentabilité des terres, il faut augmenter l'usage des pesticides. On peut augmenter. Nous, la proposition que nous avons faite, c'est qu'on peut utiliser des pesticides biologiques. On peut utiliser des engrais biologiques. À Soava, au Bénin, nous avons des plantes invasives que nous appelons la jacinthe d'eau qui constitue une plante invasive. Des ONG ont travaillé à transformer cette plante invasive en biomasse pour pouvoir enrichir le sol. C'est-à-dire que les exemples existent pour qu'on puisse réduire l'utilisation abusive de nos pesticides. Et vous dites, dans le nord du Bénin, où les pesticides sont vraiment utilisés, et que la grande masse d'eau qui vient au sud du Bénin vient du nord, vous imaginez le couloir que prend cette masse de pesticides utilisés, drainée par les eaux de pluie qui descendent du nord, qui traversent tout le Bénin jusqu'au sud du Bénin à l'Atlantique. Donc, nous avons, depuis très longtemps, avec ce réseau dont j'ai parlé tout à l'heure, commencé la sensibilisation. Mais on n'est pas resté les bras croisés pour dire qu'on a fait des sensibilisations et c'est fini. On a fait des actions et on continuera de faire des actions parce que actuellement, l'Union européenne essaie d'interdire le glyphosate. Parce qu'ils arrivent à comprendre les dangers que constituent les pesticides sur les écosystèmes terrestres et aussi marins. Donc, il est temps que nos politiques comprennent que les ONG ne sont pas que des activistes, mais que nous essayons de faire parler les sans-voix la nature et que nous devons travailler ensemble. Nous disons qu'il y a une obligation pour les politiques de nous écouter parce que nous portons autant la voix des communautés et des populations que visent les politiciens, que autant de la nature que visent les politiciens aussi. Donc il est impérieux qu'en Afrique, que nos gouvernants essaient de nous entendre un tant soit peu pour que nous puissions tous ensemble faire ce développement durable. Dr Sow, avec l'ONG, vous avez déploré le fait que vos résultats ne sont pas pris en compte par les décideurs. Il paraît que lorsque vous voulez cacher quelque chose à l'Africain, vous le mettez dans un document. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer de stratégie? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui est nécessaire. Nécessaire parce que notre vrai problème, c'est les problèmes de nos politiques. C'est une question de politique publique. Mais si on limite les importations, qui utilisera ces pesticides et ces engrais? Depuis 1994, on a autorisé des importateurs dans ce pays à importer sans payer de taxes et d'engrais. Bien qu'il y ait possibilité qu'on importe pour le coton des engrais et des pesticides sans payer de taxes, il peut y avoir aussi possibilité qu'on crée un fonds national d'aide aux populations victimes. Parce que quand vous prenez le centre Bénin, qui est la zone cotonnière, vous allez remarquer il y a eu beaucoup de preuves scientifiques. Présence de dizaines, de vingtaines, de trentaines de pesticides dans les centres de tous ceux qui sont là-bas. Quand vous allez au nord à Tangueta, au bord de la rue, du fait qu'on ne paie pas de taxes pour ces pesticides, ça se vend dans des marchés au bord de la voie. Les gens l'utilisent pour recueillir du vin de palme. Vous voyez, quand vous venez au niveau du lac Nokwe, du lac Aimé, qui sont les zones humides Ramsar au sud du Bénin, vous allez aussi au niveau du lac Aimé, c'est nos zones humides Ramsar, ça, d'intérêt international. Mais toutes ces zones humides sont polluées par les pesticides. D'ailleurs, pourquoi le premier producteur au monde, Monsanto, il a été traduit il y a quelques semaines. Ceux qui envoient ces pesticides-là pour le glyphosate, il a été traduit pour un crime qu'on appelle le crime d'écocide, qui est en train d'entrer dans la juridiction internationale. Il a été démontré que ces molécules entraînent de l'insuffisance rénale chronique à origine inconnue. On a retrouvé au Bénin les pesticides dans le sang des personnes diabétiques. On a retrouvé ça dans des personnes cancéreuses et il a été démontré dans ce pays que ces pesticides entraînent une diminution du volume donc, des testicules chez les hommes au Bénin. Donc du coup, c'est quand même une menace
Vous voyez? Et là, ça me rappelle les moments forts que j'ai passés au Parlement de développement durable de la Wallonie cette année, où on est en train de préparer même les COP. Vous voyez? Le ministre Antonio m'a invité. J'ai participé à ce Parlement. On a interdit, dans nos recommandations pour jusqu'à 2030, l'utilisation du glyphosate là. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il faudrait que nous arrivions à nous rendre compte. Le ministre Nicolas Hulot, il a été prélevé il y a quelques temps. Le ministre Nicolas Hulot, José Bové a été prélevé commissaire européen. Ceux qui nous défendent pour l'environnement en Europe. On retrouve des dizaines, des vingtaines de ces perturbateurs endocriniens. Donc du coup, il faudrait que nous arrivions quand même à considérer que la société civile, c'est ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Et sans contre-pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Vous l'avez déjà dit une fois. Alors, M. Djonto, vous avez tout à l'heure, on va revenir donc sur cet aspect vers la fin tout à l'heure, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des morts par intoxication alimentaire dans la région du Nord dont vous avez parlé. Donc, on va en revenir pratiquement en fin d'émission. Vous avez parlé de l'Afrique qui doit recevoir des financements de l'extérieur. Dans cette politique d'assistance, est-ce que vous pensez que le continent peut un jour s'auto-industrialiser et aller vers son développement? C'est vrai que j'aime pas trop parler de pollueur-payeur. Dans le même temps, je ne parle pas de politique d'assistance. C'est de bonne guerre. Parce que ce n'est pas les pays africains, les pays insulaires, les pays les plus vulnérables qui ont causé ce dérèglement climatique, qui ont causé ce réchauffement de la planète. Il est de bon ton que ceux qui ont causé les dégâts contribuent. On a participé à ça aussi. Oh ben non, moi je dirais non. Si vous le comparez aux cheptels d'élevage, aux émissions de méthane, rien que des cheptels d'élevage comparé à la déforestation en Afrique et en Amazonie, c'est rien. Je ne dirais pas qu'on n'a pas contribué. Mais si on se lève pour faire des comparaisons, ben, on est vraiment loin de ces émissions. Donc, moi je dis, il est de bon ton, parce que je travaille justement sur les finances climat, il est de bon ton qu'on exige que ceux qui ont contribué à cet état de fait aident à le réparer. C'est indéniable, même s'ils sont réticents. Mais vous voulez, parce que les preuves scientifiques sont là. On ne peut plus rien faire contre le dérèglement climatique actuel parce que les émissions sont là et sont présentes pendant des siècles. Et que les dégâts vont se poursuivre. Si les dégâts vont se poursuivre et qu'on est conscient, qu'on le veuille ou pas, qu'il y aurait érosion côtière, par exemple, sur toute la côte africaine, il faudrait qu'on se prépare à cela. Parce qu'à l'heure actuelle, les Africains n'ont pas les moyens pour se préparer à cela. S'ils n'ont pas les moyens, ben il faudrait... Attendez, c'est très simple. Vous avez une assurance et votre voiture cause des dommages à quelqu'un. Ben vous prenez ça en charge à travers votre assurance. C'est ce que vous leur demandez. Mais c'est clair. C'est pas de l'assistanat. Pas du tout. Moi, je trouve au contraire, c'est trop loin. C'est rien à voir avec de l'assistanat. Parce que le problème, c'est quoi? S'ils ne le font pas, c'est dire que s'ils ne le font pas, ce n'est pas seulement ces pays vulnérables qui vont disparaître. Ils vont être, quand je parle de ils, je parle de ces gros pays pollueurs, ils vont être pris aussi dans le tourbillon. Parce que vous voyez les choses là qui se passent, les dernières tornades dans les îles Pacifiques qui ont traversé jusqu'à Porto Rico. Même si on est climato-sceptique, on n'a qu'à demander aux populations touchées quelle est la fréquence de ces ouragans. Donc, c'est dire que ce n'est pas une question d'assistanat, c'est une question de justice climatique. Et il faudrait que quand on voudrait, parce que c'est ça les prévisions, c'est dire qu'il y aura plus de réfugiés climatiques. Et actuellement, on parle des milliers de morts en Méditerranée. Si on voudrait qu'il n'y ait pas de milliers de morts en Méditerranée, si on voudrait qu'il n'y ait pas de tonnes de bateaux qui débarquent des réfugiés en Europe, il faudrait qu'on leur mette les conditions de vivre chez eux. Et les conditions de vivre, mais même ce que nous appelons les 100 milliards de dollars US par an, c'est dérisoire. C'est pas suffisant. C'est vraiment dérisoire.
En dehors de ça, il y a le Fonds vert pour le climat. Et il y a d'autres fonds qui aident à cet état de choses, mais je trouve que c'est vraiment dérisoire et ce n'est pas là le problème. C'est pourquoi nous parlons aussi de transfert de technologies, parce qu'ils ont eu à développer ces technologies grâce à ces activités de pollution. Il est opportun qu'ils transfèrent ces technologies pour que les Africains aussi l'utilisent pour se préparer, parce que nous, on ne demande rien que de les adapter aux conséquences de ce qu'ils ont causé. D'accord. Nous avons causé, mais ils ont plus. C'est ce que nous appelons la responsabilité commune mais différenciée. Alors, vous voulez donc vous adapter donc, à ces changements climatiques causés par les autres. À force de vous transférer la technologie, docteur Sow, il faut être sincère avec la population. Est-ce que vous n'encouragez pas les pollueurs à continuer leur lutte? Je pense que là, il faut vraiment tenir avec intelligence cette histoire. Déjà, quand vous observez bien la COP23, il y a un aveu d'impuissance. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Il y a un aveu d'impuissance où les gouvernements, ils sont obligés aujourd'hui de lancer une politique de mobilisation de fonds à partir de la société civile. Ça veut dire que les années à venir, je prends nos pays et les autres, c'est qu'on est obligé de tasser les entreprises, les mois, les années à venir, et à, si possible, les escroquer de toutes les manières pour pouvoir dire qu'on est en train de défendre le climat. Donc, du coup, c'est que parler de transfert de technologie à l'ère actuelle, les pays du Nord veulent profiter au fait de ce financement pour pouvoir vendre leur technologie. Il faut le reconnaître. Au fait, c'est un business. Ils sont très malins aussi. Il faut le reconnaître, c'est qu'en vous finançant le climat, on vous vend la technologie. Mais il faudrait que dans ce choix de technologies, nous arrivons à nous approprier, à nous adapter. C'est là que je suis fier de la France et de Nicolas Hulot, et de la France entière, qui, à la conférence des partis, quand je prends Macron, il a eu à dire, mais les États-Unis, même si les États-Unis ne seront pas avec nous à la conférence des partis les années à venir, même s'ils ne financeront pas le climat, que la France s'engage et l'Europe s'engage à renforcer et que rien ne manquera. Ça, discours, aux mots, aux actes, il y a quand même un fossé. Il y a un fossé, mais je pense que c'est quand même l'engagement là, pour vous, ça vaut déjà... Pour moi, c'est un engagement audacieux. Vous voyez, c'est une preuve quand même que la France est toujours solidaire, et que les mois, les années à venir, la France quand même s'engage. Si on avait eu, c'est-à-dire cet engagement-là, verbal même des États-Unis, je pense que tout le monde serait en train d'applaudir. On serait en train d'espérer que les mois à venir, les États-Unis vont encore revenir. Donc voilà, quand même, c'est une question de gouvernance climatique mondiale et qui mérite quand même un consensus. De tort aux conséquences différenciées, le changement climatique a fait beaucoup de malheureux, mais également des heureux, puisque la plupart des dirigeants profitent de ces fonds qui vont bientôt descendre, peut-être pour les orienter d'une manière ou d'une autre. Vous, en tant qu'ONG aujourd'hui, si il vous était permis de diriger le fonds vert climat, par exemple, dans le Bénin, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont vos actions phares, les priorités? Les priorités, comme je le dis, c'est plutôt des techniques d'adaptation des populations. Et la première, c'est de protéger nos côtes. C'est très coûteux, très coûteux, rien que pour la protection de nos côtes, parce que qu'on le veuille ou pas, je l'ai dit, les côtes africaines sont sujettes à l'érosion. Et au Bénin, par exemple, il y a des pans entiers de villages qui ont déjà disparu, qui sont sous la mer. On ne peut plus jamais récupérer. On ne peut plus jamais récupérer. Et il y a d'autres qui iront sous la mer. Ouais. On ne peut plus rien faire. La seule chose, c'est d'essayer de protéger maintenant le reste. Mais ça doit être une politique commune parce que selon la direction des vagues, quand vous protégez à l'est et quand vous protégez à l'ouest, le problème se déplace vers l'est. C'est pourquoi il faut une solution commune à cela. Il faut aussi travailler vers le nord du Bénin parce qu'il y a toujours, suite au dérèglement climatique, l'avancée du désert. Donc, il faut travailler dans le nord du Bénin. Et toujours aussi, je parle en solution commune parce que le nord du Bénin est proche du Niger, du Burkina, à travailler à une solution commune de ceinture verte. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'avancée du désert va se poursuivre. Donc, il faut des actions humaines pour contrer l'avancée du désert. Qu'on le veuille ou pas, il y aurait de plus en plus de pluie en de courtes saisons.
Et nous avons déjà pratiqué une mauvaise politique d'occupation des sols, donc on sera de plus en plus inondé. Qu'on le veuille ou pas, on sera inondé. Il faut développer actuellement des techniques d'évacuation des eaux de pluie pour permettre aux populations, et dans le sud du Bénin, et dans le nord du Bénin, de vivre. Donc, c'est ça les conséquences des changements climatiques au Bénin, c'est l'érosion côtière qui avance, donc il faut travailler là-dessus, il faut protéger les côtes béninoises ou ouest africaines, il faut travailler dans les pays et dans les régions arides pour lutter contre l'avancée des déserts, et il faut maintenant travailler avec les populations pour qu'il y ait un minimum d'évacuation des eaux, parce que l'occupation des sols que nous faisons est tellement mal faite qu'il y aurait tout le temps, je dis bien tout le temps, des inondations, parce qu'il y aura nous aurons de grandes pluies en des moments vraiment courts, donc le sol n'aura pas le temps l'eau n'aura pas le temps de s'infiltrer. Et bon, malheureusement, c'est grâce à nous-mêmes. Hein, malheureusement, parce que si on avait, comme je le disais, respecté les politiques d'occupation des sols en ce qui concerne nos zones humides, nous n'aurons pas de problème. Parce qu'il ne suffisait pas de construire dans les bas-fonds. Nous avons l'habitude, dans le sud du Bénin, de combler les bas-fonds pour construire sur les bas-fonds. Si vous prenez par exemple au Bénin, les berges lagunaires, les populations ont l'habitude de combler les berges lagunaires avec des déchets pour pouvoir s'installer là-dessus. C'est un problème environnemental. C'est un gros problème parce que les eaux d'écoulement vont faire comment pour se retrouver dans la lagune pour aller à la mer. On va revenir donc sur ces aspects de la question. Dr Sow, on va bientôt sortir de cette émission. Votre conclusion à vous? Ma conclusion à vous, c'est que nous traversons réellement des moments où conscience doit raison garder. Il faudrait que notre vrai problème, c'est un problème de gouvernance. Quand nous prenons le phénomène de l'érosion côtière, on a eu à faire une étude entre la gestion de cette érosion, la lutte anti-érosive sur nos côtes et ce qui se fait en baie de Somme. On a dépensé plus de 10 fois la lutte pour l'érosion à Cotonou par rapport à en baie de Somme en France. On n'a jamais pu arrêter l'érosion côtière. Ça veut dire qu'ils en profitent. Donc, agir sur la gouvernance. Deuxièmement, il faut agir sur la politique agroclimatique parce qu'aujourd'hui, le climat s'impose en tant que risque d'insécurité alimentaire pour nos populations, en particulier les céréales qui sont les plus vulnérables. Et les années à venir, il faudrait agir, comme le doyen l'a dit là, sur ce qui concerne la sahélisation au niveau du centre Bénin. Vous voyez, à partir même de la zone de transition, vous allez constater la prolifération des espèces provenant du désert, Cyanotis lanata, et même quand vous allez à Agua, vous allez constater la dominance des espèces de la famille, donc des Combretacées et des Mimosacées. Tout cela, c'est... Vous voyez, donc il faut agir donc sur la reforestation et quasiment dans la zone du Nord Bénin, il faudrait agir donc surtout dans les zones de socle, il faut agir sur l'aménagement hydro-agricole afin donc de favoriser les cultures contre saison et promouvoir les variétés de cultures à cycle court face au dérèglement climatique. La question du changement climatique est passée donc désormais au dérèglement climatique selon les spécialistes ici. Et l'Afrique n'est pas du reste dans ce combat. Elle y participe à sa façon et attend beaucoup plus de l'aide pour pouvoir faire face aux enjeux seulement. Il faut que les politiques comprennent que les ONG ne sont pas opposées à leurs actions, mais plutôt les accompagnent pour que, en même temps, qui est politique et en même temps le contre-pouvoir. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. C'était avec le docteur Brice Sow, responsable des projets suivis des programmes à ABED ONG, que nous avons partagé nos réflexions sur la question du dérèglement climatique. Également Massime Djondo, directeur BIS ONG, Bénin Environment and Education Society. À chacun et à tous, c'était votre émission ici et ailleurs, consacrée donc à la question de la protection de l'environnement vue par les conférences des partis. Et ceci, savoir si on peut atteindre la réduction à 2 degrés Celsius si les effets de gaz à effet de serre continuent à accroître. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.